Donc moi c'est Oscar, pour ceux qui me connaissent pas. Data Engineer chez Link Value, Data Engineer depuis un peu plus de 6 ans, et chez Link Value depuis 3 ans. Je fais partie de la communauté DataWalk, communauté de Link Value, spécialisée dans les métiers de la data. Euh, et donc voilà, formateur également auprès de DataWalk, et donc aujourd'hui conférencier, talker, ce que vous voulez. Link Value, c'est une entreprise de conseil de réalisation IT qui est implantée donc à Paris, Lyon et Lille. Donc voilà, si vous avez plus de questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur l'entreprise. Donc c'est voilà, il y aura Constance sur le chat qui peut vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur le stream. On fait des talks à peu près une fois par mois. Et donc rentrons assez vite dans le sujet. Euh, donc le but du meet-up aujourd'hui, ça va être de déjà essayer de remettre à plat sur la, la raison de pourquoi tester un produit, tester un programme. Et notamment après de revenir sur l'intérêt de le faire sur des notebooks. Si t'es pas data engineer, qu'est-ce que tu es? Développeur? Donc oui, on va essayer de voir pourquoi on teste des notebooks. Parce que déjà la première question c'est pourquoi des notebooks? Pourquoi est-ce qu'on testerait pas tout simplement quelque chose, un programme développé en dev front, ok. Pourquoi là on va le faire en Python, on va le faire sur des notebooks Python, mais donc pourquoi pas juste simplement tester un package Python? Euh, et pourquoi le faire sur des notebooks? Euh, Ça c'est de mon côté, ça vient d'un retour d'expérience personnelle. Euh, j'ai eu dans un contexte, dans une mission, j'ai dû mettre en place des tests unitaires sur l'entièreté d'un produit. Donc on avait des notebooks qui étaient un point d'entrée vers un produit, vers un package Python. Et donc la question c'était est-ce que c'était nécessaire de tester, en plus de notre package Python, de tester donc nos notebooks. Euh, et donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et je vais vous faire mon retour d'expérience à peu près de tous les problématiques que ça engendre. Déjà, bon, pourquoi le faire, et ensuite les problématiques qu'on a dessus et les solutions sur lesquelles que j'ai euh, que j'ai eu en face de moi. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Ah, le volume n'est pas assez élevé. Ok. Euh, Est-ce que c'est un peu mieux là? Bon, dites-moi si c'est mieux. Donc oui, alors le but ça va être de vous faire le retour d'expérience là-dessus, parce que en effet, bon, on a des solutions simples de le faire, donc vous allez le voir sur plusieurs outils de notebook. On va le faire d'abord sur Jupyter. Sur Jupyter, c'est plutôt simple, mais dès que vous voulez généraliser, faire une solution plus générique, c'est plus compliqué. Euh, ok, c'est mieux. Ah, je suis désolé, je peux pas l'augmenter plus. J'espère que ça va être suffisant. N'hésitez pas à me le dire si c'est encore problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est donc déjà parler un peu plus des tests. À quoi sert un test de manière générale? Quels sont les différents types de tests qu'on peut trouver? Et donc, on va en arriver à la raison de pourquoi tester des notebooks. Euh, vous allez voir ça assez vite. Ensuite, on va faire ensemble, on va commencer à créer un test, enfin écrire un test sur un notebook sur Jupyter. Et on va venir ensuite sur les problématiques qu'on rencontre là-dessus. Je vais vous présenter trois solutions, mais donc il y a une première qui sera une solution assez naïve de, de ce qu'on peut faire. Et ensuite, euh, j'irai un peu plus sur deux autres solutions. La première, ça va être de partir sur une librairie qui s'appelle NBMake
Et la deuxième, ça va être de faire quelque chose de plus générique. Vous verrez, si on veut pouvoir lancer quelque chose sur d'autres outils, d'autres que Jupyter, on va être très vite bloqué. Et je vais vous montrer à peu près ce qu'on a, enfin, ce que j'ai fait dans le cadre je vous parlerai de l'outil un peu plus tard. C'est pas Jupyter justement, et c'était un peu plus compliqué. Je vais montrer une solution générique sur laquelle je suis allé pour régler ce problème. Donc, premièrement, pourquoi tester? Donc ça c'est j'ai vu dans le chat au début du talk, tester c'est douter. Bon, pourquoi pas. Le problème c'est que voilà, vous allez voir deux cas de pourquoi tester. Alors déjà la première raison, qu'est-ce que c'est qu'un enfin première chose qu'on va dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un test. Un test, on pourrait le définir comme une procédure d'opération qui va permettre de tester une partie d'un programme. Euh, à ce niveau-là, on le fait pour deux raisons. La première raison, c'est simplement de vérifier le bon fonctionnement de cette partie du programme. Et la deuxième, ça va être d'éviter les régressions. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par régression? Notre application, dans le temps, donc notre produit, à force de faire des modifications, ça peut avoir un impact sur des modifications qu'on a faites ultérieurement. Donc on va faire en sorte que nos tests permettent de vérifier que à chacune de nos modifications, ça n'ait pas d'impact sur les modifications qu'on a faites avant cela. Donc on prépare un jeu de test sur l'ensemble de notre produit qui vont être exécutés à chaque fois qu'on va faire une nouvelle modification pour vérifier que l'impact n'aura pas eu de régression. Donc on a trois types de tests qui sont représentés donc de cette manière-là à l'aide d'une pyramide. Comment on lit cette pyramide? Simplement, on va avoir donc les tests les plus simples à faire, on va dire, et plus simples à exécuter et plus faciles à comprendre sont au plus bas de la pyramide, et au plus haut, ça va être les tests les plus compliqués à réaliser, mais également qui vont être les plus compliqués quand un test euh, sort une erreur, ça va être plus difficile de trouver la raison de cette erreur. Donc c'est pour ça qu'on donne une importance plus grande pour les tests qui sont le plus bas de la pyramide. On va appeler ça ces tests-là, on va les appeler des tests unitaires, c'est-à-dire qu'ils vont s'exécuter sur des fonctions unitaires, les fonctions les plus simples et les plus explicites qu'on peut développer dans un programme. Ensuite, on a aussi les tests d'intégration. Donc, comme leur nom l'indique, ça va être d'intégrer plusieurs fonctions entre elles. Les tests qui fonctionnent sur une partie d'un code qui va intégrer plusieurs fonctions, donc dans ce cas-là, fonctions unitaires. Et on va tester l'entièreté de cette partie-là. Typiquement, ça peut être le main de votre application. Donc, vous allez tester avec un certain nombre d'arguments euh, que votre application réagit bien. Et enfin, vous avez les tests end-to-end. Alors là, c'est vraiment les tests de l'entièreté de votre application. Souvent, on est vraiment au niveau utilisateur. Plus on est haut, souvent, on va vers des tests plutôt manuels. Donc, euh, on écrit plutôt un scénario de test et on va tester ce scénario manuellement. Dans le cas des notebooks, on aura tendance à se placer surtout sur la partie intégration. Ce que je disais au début, déjà la question de se poser de pourquoi on testerait sur des notebooks, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait des notebooks. Et ça, c'est la première raison qui pourrait expliquer si on doit les tester ou non. Pourquoi faire des notebooks? Ça apporte plusieurs avantages par rapport à faire du code simplement en Python. La première, ça va être d'intégrer des composants autres que du code. Donc vous allez pouvoir faire du Markdown, du LaTeX, du HTML, mais vous pouvez même faire d'autres langages de programmation. Vous pouvez combiner des langages entre eux en fonction des outils. Et vous pouvez faire aussi voilà, de l'affichage de graphes, l'affichage de courbes, etc. Et en plus de ça, vous avez une application web qui est souvent installée sur un serveur distant. Donc n'importe quel utilisateur qui veut utiliser, qui veut apporter une amélioration enfin créer son propre notebook, c'est très facile. Il n'a aucune installation à faire sur son poste en local. Il peut directement proposer ses modifications sur l'application web.
Donc ça, c'est la première chose. Donc là déjà, on pourrait se dire, pourquoi tester les notebooks? Tout simplement parce que pourquoi est-ce qu'on utiliserait, pourquoi est-ce qu'on développerait directement sur notre package Python plutôt que d'utiliser les notebooks alors que les notebooks apportent tous ces avantages-là. Souvent, ça se traduit par rapport à des métiers qui vont être beaucoup moins de métiers de entre guillemets développeurs. On ira plus sur des métiers de data analyst, data scientist, qui vont avoir besoin de ce genre d'outils-là. Et donc la question se pose à ce moment-là de est-ce que ça vaut le coup ou pas d'exécuter des tests sur ces notebooks-là. Ça, c'est une question qui peut être pertinente n'importe quand. La réponse sera pas forcément oui, évidemment, mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas, par exemple, dans notre cas, dans le cas de ma mission que j'ai eue récemment, c'était d'avoir un package Python, donc lui est testé indépendamment avec des tests unitaires, et on va voir par-dessus donc des notebooks qui vont être utilisés comme point d'entrée pour des pipelines de données. Par exemple, une ingestion d'une donnée d'une data source à une autre, ainsi de suite. Euh, Là, ce qu'on aimerait faire, et c'est là qu'on parle un peu plus d'intégration, c'est de se dire, ok, nos fonctions unitairement, elles fonctionnent, mais est-ce que si je lance la totalité, enfin plusieurs parties de mes tests, de mes fonctions unitaires sur un serveur précis, est-ce que l'entièreté fonctionne? Donc est-ce que l'accès à la base de données source fonctionne? Est-ce que si j'exécute plusieurs fonctions de mon package Python, j'ai bien le résultat escompté? Est-ce que l'écriture fonctionne? Ainsi de suite. Donc là, on est plus sur les tests d'intégration, et donc là, vous voyez déjà un peu plus normalement les problématiques que ça engendre. C'est qu'on va avoir des problèmes souvent plus d'intégration qui vont être euh, le notebook il est exécuté à un endroit précis et donc pas forcément en local. Et donc un test, il faut qu'il fonctionne sur l'endroit où se trouve le notebook, et donc je dois nécessairement être capable d'exécuter le notebook là où il est censé être exécuté quand j'utilise l'application normalement. Donc rapidement, pour revenir un peu plus sur le test en Python, parlons de PyTest. Je parle de PyTest parce que c'est le framework le plus, on va dire, le plus utilisé pour faire des tests en Python. Pour une raison assez simple, c'est qu'il est très simple à prendre en main. On va voir ça ensemble après, mais il suffit tout simplement d'utiliser la syntaxe assert pour faire des assertions, donc de vérifier si deux variables, on va dire, de valeurs sont équivalentes. On utilise donc cette syntaxe-là, assert, et on a en plus la possibilité donc de l'utiliser si on l'utilise avec donc via un interpréteur de commande. On peut directement l'utiliser donc sur une application et on va avoir une découverte automatique de tous ces tests. Donc il va faire la découverte automatique en repérant tous les noms de fichiers qui vont commencer par test underscore. On a également en plus de ça des fixtures modulaires qui permettent de gérer les ressources. Alors on va pas aller plus loin là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet. Euh, mais c'est quelque chose de très puissant sur PyTest, avec en plus une énorme communauté qui apporte beaucoup de plugins là-dessus pour améliorer l'utilisation de PyTest. Et ensuite, on a aussi, et ça c'est intéressant également, on a d'autres frameworks de test en Python, notamment UnitTest et Nose. Et PyTest, ça est compatible avec ces frameworks. Donc même si vous développez un test à l'aide de UnitTest, vous pouvez le lancer avec PyTest. Euh, En revanche, on en parlera un peu plus tard, mais PyTest, le petit souci qu'on va avoir, c'est que ça s'utilise sur des fichiers Python. Et nous, on va pas être sur des fichiers Python en notebook, on va être sur des fichiers un peu plus spécifiques. Et ça va être une des premières problématiques qu'on va trouver. Donc, pour parler un peu plus de tests, et on va parler même un petit peu de bonnes pratiques, on va dire. Donc, si on a une fonction somme, admettons, qui fait la somme de deux variables, tout ce qu'on veut tester, donc simplement on veut tester si cette fonction, on lui donne deux variables, donc dans notre cas 2 et 3, on doit avoir la valeur 5. Donc ce qu'on fait, on va utiliser une pratique qui s'appelle le given when then. Donc en gros, on va lui donner un contexte, c'est le given. Donc le contexte, ça va être l'ensemble des variables qu'on va passer en entrée, le résultat attendu.
Ensuite, on fait le when qui consiste à l'exécution de notre opération qu'on veut tester. Donc dans ce cas-là, la fonction sum. Et enfin le then qui va être donc là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on utilise l'assert. Donc l'assert, vous voyez, c'est simplement le mot-clé assert avant donc dans ce cas-là, une condition. Ça peut être tout type de condition. Donc ici, c'est un equals. Et donc on vérifie que notre expected result 5 est bien le résultat de notre fonction sum. Donc la bonne pratique souvent c'est de faire expected underscore pour la valeur qu'on cherche à avoir et actual underscore pour la valeur qu'on a réellement. Et c'est ces deux valeurs qu'on va tester. Donc là on va pouvoir passer à notre partie notre test. Alors je suis pas sur le bon. Hop. Bonne scène. Ok. Donc là, alors l'idée c'est de se dire, notre notebook finalement, ça n'est qu'une fonction en soi. Une fonction à laquelle on peut attribuer donc des paramètres et qui va effectuer donc une opération. Ici, donc, ce qu'on a fait, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit main, une petite fonction qui s'appelle, enfin, un notebook que j'ai appelé main, qui va récupérer donc un fichier qu'on lui donne en input. Ce fichier, je vous le montre rapidement. C'est un timesheet. On va voir plusieurs donc conducteurs avec des ID qui, pour une semaine donnée, vont faire un nombre d'heures et un nombre de miles. Donc c'est un fichier normalement pour des conducteurs de camions. Et nous donc là tout ce qu'on veut faire, c'est pour l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, tout ce qu'on veut faire c'est la somme pour chaque driver, donc pour chaque conducteur, on veut le nombre d'heures qu'il a fait au total et le nombre de miles qu'il a fait au total. Donc c'est ce que fait notre notebook, donc simplement il récupère en entrée le timesheet. Avec la librairie pandas, donc l'île CSV, il applique la fonction ici qui fait la somme de nos deux variables, enfin de nos deux colonnes, donc par conducteur, par driver ID. Et ensuite il écrit donc dans une autre variable qu'on a appelée output, qui est un path qu'on passe en paramètre, il écrit dans ce path là donc le résultat de ce qu'on veut. Donc c'est simplement ça. Donc là si je le lance, euh, petit souci, je relance mon notebook, ça arrive. Mais donc oui, là ce qu'on va essayer de faire simplement, ça va être de se dire, donc ce notebook là, on va essayer de l'exécuter donc comme une fonction et de pouvoir le tester de la même manière qu'on a fait la manière qu'on écrit un test en Python. Donc on va lui donner des paramètres, on va exécuter le notebook comme une fonction et on va vérifier donc le fichier qu'on crée, est-ce que il correspond à ce qui était attendu. Donc dans notre cas, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une librairie, donc vous l'avez vu avec les paramètres, enfin les variables input-output, en fait c'est des paramètres, avec une librairie qui s'appelle la librairie Papermile, qui est une librairie Python qui permet de récupérer, de créer une cellule avec des variables qui vont être utilisées comme des paramètres. C'est le cas ici. Euh, donc voilà, librairie Papermile, ici en fait simplement ce qu'il faut faire c'est lui mettre un tag parameter. Et c'est suffisant. Donc ce qu'on va pouvoir faire après, c'est ce qu'on va faire notre test. On va appeler euh, ce notebook donc avec la librairie Papermile et on va lui donner comme paramètre un input qui va être cette fois notre input de test. Parce que nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de le tester avec des valeurs qu'on a prédéfinies pour notre test
pouvoir faire comme ça plusieurs tests aussi, hein, donc avec pourquoi pas un fichier vide de vérifier ce qu'est-ce qu'on attend à partir de ça. Si on lui donne un path qui est pas bon, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que ça sort une erreur? Quelle erreur on veut que ça sorte? Etc. On peut faire plein de tests par-dessus. Donc là, on va simplement tester. J'ai fait un petit test, un petit fichier de test qui donc correspond simplement ici à 6 lignes. Donc on veut simplement que ça s'exécute là-dessus. On va vérifier que notre somme d'or et notre somme de miles correspond à ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on... On crée un notebook. Alors déjà oui, je voulais vous montrer l'exécution du notebook ici. Donc si je fais... Voilà, donc là, je lis le fichier. J'exécute ma fonction, ça me fait mes sommes et je l'écris. Ça, c'est le fonctionnement normal. Ici, on a notre résultat. On essaye de faire la même chose, donc en test. On va le renommer. On va mettre test main. Voilà. On importe notre papermile. Donc papermile, alors dites-vous que si vous changez d'outil, évidemment, ça va être d'autres fonctionnements. Chaque outil de notebook a il y a toujours une solution pour exécuter un notebook à partir d'un notebook. C'est ce qu'on va faire là en fait. Papermail, ça fonctionne sur Jupyter. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, des briques qui permettent de faire ça, mais Papermail est assez simple à utiliser. Donc voilà. Et donc là, on se dit donc par exemple notre notebook. On va lui donner le path vers celui-ci. Donc si on va en arrière, c'est ici, tac. Oui. Donc ça, on va dire que c'est notre given. On veut le tester, admettons, donc avec notre input. Donc notre input, ça va être le path. Donc ici, c'est dans resources, timesheet. Et donc on va mettre un output aussi parce qu'il demande un output en paramètres. Donc resources, on va mettre result. Et enfin, ce qu'on cherche à avoir, donc dans le cas où, dans ce cas-là, ici le nombre d'heures, donc la somme c'est 200, ici c'est 9400, donc on va faire ça, en fait on va faire un data frame qui doit ressembler à ce qu'on essaye d'avoir en retour. Donc ici, donc, on écrit notre data frame. Donc ça c'est la manière ici sur Pandas pour faire pour créer un data frame. Donc voilà. J'écris donc les colonnes que je cherche à avoir, que je m'attends à avoir, les données. Donc ici, donc là c'est 200 étant le nombre d'heures qu'on cherche à avoir, 9400 le nombre de miles. Et pareil, j'ai pareil pour le conducteur avec l'ID 11. Donc ça c'est notre given. Je vais mettre expected def. Hop. Ça c'est notre given. Ensuite, notre when. Donc là, on va utiliser la librairie Papermile. On a une fonction qui s'appelle execute notebook. On lui donne donc en paramètre le path vers le notebook qu'on veut exécuter. Là, c'est la petite spécificité de la librairie, mais on lui donne un deuxième path
qui va correspondre au notebook d'output, c'est-à-dire qu'il va créer un nouvel notebook avec dedans les prints de tout ce qui a été exécuté. Donc ça peut nous permettre directement d'avoir le résultat du notebook. Donc ici on va mettre notebook output. Voilà. Et enfin, donc c'est là que ça devient un peu plus intéressant, on va utiliser donc nos paramètres. Donc ici nos paramètres c'est input et output, tout simplement. Donc c'est un dictionnaire. Voilà. Donc là on peut déjà exécuter tout ça. Et donc lui ce qu'il va faire, oui, ça, hop. Euh, tu, 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 tu. Voilà. Donc là notre notebook est exécuté. On cherche à aller récupérer le résultat de notre de ce que va faire le notebook. Donc là il est exécuté. Donc on a dit que dans output là c'était dans resources result. Ici voilà vous avez fiche plein de choses. On s'en fiche un peu, c'est pas nécessaire. Donc ici on lit notre CSV, CSV output, on peut le printer. Voilà. Et on fait. Et donc là dans Pandas, il y a un petit truc qui est bien, c'est qu'il y a une petite librairie qui est ajoutée, enfin du moins une petite fonction qui est ajoutée dans la librairie qui permet de faire des asserts. Donc ce qu'il va faire, c'est que il va exécuter plusieurs asserts finalement entre les deux les, les deux data frames, donc celui qu'on attend et celui qu'on a récupéré ici, celui qu'on attend qui est là et celui qu'on a récupéré. Donc il va vérifier que les colonnes se correspondent et que les datas correspondent. Donc là, tac. Oui, c'était def. Voilà. Là, si j'ai pas d'output, c'est qu'en fait ça a fonctionné. Si j'avais donné une mauvaise. Donc ici, si je le refais et que je lui mets autre chose, je vais avoir mon erreur. Voilà. Donc là, certes, c'est pas bon. Donc maintenant, là en fait, après, souvent ce qu'on fait, souvent c'est on remove tout ce qu'on a créé. Parce que finalement, tout ce qu'on veut faire, c'est la cert. Dès que la cert est fait, on a le résultat de nos tests. Et de toute façon, le output qu'on a voulu créer, il était que pour les tests. Et puis malgré tout, enfin, le notebook de result, donc vous l'avez vu, c'est celui qui a été créé qui est ici. Qui correspond à ce. C'est exactement le main qu'en fait qu'on a voulu lancer, mais avec les paramètres qu'on lui a donnés. On peut le remove aussi. Donc on peut le faire avec la librairie OS. C'était. Non. Celui-là. Hop. Oui, j'ai oublié une porte. Donc là, ce que vous avez vu, donc on a fait finalement un test assez simple et on l'a fait de la même manière qu'un notebook, c'est-à-dire qu'on plutôt que de, vous l'avez vu ce qu'on avait fait donc euh, quand on a montré un test, c'est que, enfin quand on développe des tests en Python, on va le mettre dans une classe et et la classe va être appelée par PyTest. Là, on peut le lancer, c'est-à-dire de la même manière qu'un notebook. On fait nos asserts on a des blocs en fait. C'est un notebook, il faut le voir un peu comme si ça racontait une histoire, c'est-à-dire qu'on effectue plusieurs opérations les unes après les autres, et on peut peu à peu comme ça afficher
nos résultats. C'est ce qu'on fait comme ça, par exemple, quand on a affiché notre actual result et on a notre assert à la fin. Et là, on pourrait se dire, ok, on est capable de développer un test sur un notebook. Maintenant, la question, c'est est-ce que je suis capable d'automatiser ces tests pour pouvoir les lancer donc à chaque fois que je veux faire une modification dans un des notebooks qui sont donc ici dans le main pour vérifier si j'ai pas une perte enfin si j'ai pas la régression dans mon code ou pas. Pour avancer là-dessus, justement, euh, on va parler assez rapidement. C'est pas le, je vais pas m'étendre là-dessus, mais on va parler rapidement d'intégration continue. Donc l'intégration continue, ça va être un ensemble de pratiques qu'on va mettre en œuvre pour éviter justement la régression, pour vérifier que chaque modification ne crée pas de régression. Pour ça, les tests ont une partie intégrante d'être que on va essayer d'exécuter nos tests. Donc souvent, ça va être intégré à un outil de versionning, donc typiquement Git. Et donc on va, à chaque fois qu'on aura une modification avec un nouveau commit sur une nouvelle branche qu'on essaye par exemple de merger sur notre branche principale, on va vérifier que tous nos tests qu'on a développés ne plantent pas. Donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est que à ce moment-là, quand on ajoute une modification, qu'on puisse vérifier donc effectivement nos tests fonctionnent euh, dans le cadre d'une intégration continue. Et là, on va avoir plusieurs problématiques. La première, ça va être ce que je vous ai dit au début, PyTest, il lance pas de notebook par défaut. Du moins, ça c'est la problématique par défaut, c'est qu'il lance pas de test. Donc dans ce cas-là, on va être obligé de les créer. Probablement, on l'a fait là dans un notebook, mais donc finalement, on peut peut-être pas. On va peut-être devoir le faire donc dans des fichiers .py et donc lancer ça via un PyTest. Donc on perd aussi la deuxième, ça c'est le deuxième point, c'est que ça peut rendre compliqué le fait de les écrire sur un notebook. On verra que finalement il y a quand même des solutions. La troisième chose, c'est que tous les outils de notebook ne fonctionnent pas de la même manière. Là, je vous ai montré sur Jupyter, je vous en montrerai deux autres après, qui ne fonctionnent pas de la même manière, et finalement, la manière d'exécuter les tests dessus est peut-être pas la même. Et enfin, on va avoir des problématiques, donc là c'est ce que je vous ai dit au début, c'est plus des problématiques qu'on va avoir sur les tests d'intégration. Quand on fait un test d'intégration, également, on veut pouvoir tester l'environnement où se trouve notre application. Et donc ça, parce que la première solution, souvent quand on fait les tests unitaires, c'est de pouvoir les lancer dans n'importe quel environnement. Le but c'est on récupère le code, on exécute le code, on exécute du moins nos fonctions unitaires et on vérifie que ça fonctionne. Dans le cas d'un test d'intégration, étant donné qu'on intègre des composants entre eux, souvent les composants ils sont accessibles que dans certains contextes. Donc là l'idée c'est comment est-ce qu'on fait, et dans le cas d'un notebook c'est beaucoup plus c'est beaucoup enfin, ça arrive beaucoup plus souvent. La première solution, c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce que j'ai dit au tout début pour la première problématique. On va se dire naïvement, tout ce qu'on a à faire finalement, ça va être de créer un test, de développer un test dans un fichier Python. Donc, on va faire ça rapidement. On va faire un petit fichier, donc là, hop, je vais le mettre dans un répertoire. Solution 1. Ah non, c'est pas un notebook. C'était pas un text file non plus. Bon, on va faire comme ça. Tac. Donc là, tout ce qu'on fait, ça va pas être très compliqué. On va récupérer ce qu'on a fait là. Simplement, on va le faire dans un fichier Python. Et le but de ça, c'est qu'on va pouvoir l'exécuter finalement euh, donc via PyTest. Donc, ça se fait sous la forme de classe. Donc ici, avec une fonction qui à l'intérieur donc va être notre given ou nzen. Donc notre given. Ici, on récupère donc ce qu'on a fait. Pas besoin de voilà. Avec la petite différence, c'est que on va retirer ça parce que le PyTest, on va le lancer à la racine.
faut juste faire attention un peu au PAF. Euh, notre when qui est exactement ce qu'on a fait avant. Et notre zen. Ouais, j'ai oublié l'actual. Et là, normalement, donc il nous suffit juste de faire un PyTest. Ici, je vérifie déjà si je vois. Je suis pas au bon endroit. Oui, non, je vous montrerai ça après. C'est pas lui non plus. Ok, donc là je pense que je suis bon. Donc là, donc je fais donc la solution 1. Donc là, quand on lance, en fait, on peut lui donner donc un répertoire, donc c'est-à-dire qu'on va aller découvrir nos tests à l'intérieur de ce répertoire. Il va aller découvrir tous les tests qui commencent dans ce que je vous ai dit au début avec test underscore. Et il va créer un report, donc sous forme de XML, de cette façon-là. Bon, on va attendre un peu avec tout ce que j'ai, c'est un petit peu long. Ah, voilà. Bon, je l'appelle test, c'est pas un PY, je voulais appeler test mon main. Bon, c'est pas grave. Euh, donc là, oh oui, alors là, le but, c'est que en le lançant, donc ce qu'il va faire, il va tout simplement exécuter notre test de la même manière on avait exécuté notre notebook, à la différence près que ici, euh, oui, je vais pas vous montrer mon code. Hop. Euh, Excusez-moi, j'avais pas vu les messages du chat. Donc oui, là voilà. Ce que j'ai fait ici, c'est que tout simplement, j'ai exécuté, enfin j'ai écrit mon code dans une classe et une fonction. C'est comme ça qu'on écrit normalement du. Donc ça c'est un code Python, enfin un test en Python classique, avec la petite différence qu'on a exécuté notre notebook. Donc finalement, il n'y avait pas plus à faire. Et donc on a pu exécuter ça. Donc je vais pouvoir vous montrer après. Euh, Finalement, c'est la même chose. C'est juste qu'on n'a pas profité finalement des avantages du notebook. Et donc, voilà, ça c'est le résultat. Notre test est passé, c'est ce qu'il dit là. Et donc voilà, et normalement, même, je dois avoir le report. Et donc ce report là, on peut l'utiliser dans une CI. Si je peux peut-être vous montrer une petite pipeline par exemple. Donc là, très rapidement, je vais pas essayer je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Mais par exemple sur GitLab, vous avez la possibilité, je vais vous montrer là plutôt. Euh, Hop, là ça c'est pour la solution qu'on va montrer après. Mais voilà. Là tout simplement, en fait, finalement, j'ai que à automatiser cette partie-là. Donc ça c'est du YAML. Le YAML c'est un langage qui est utilisé notamment donc, dans ce cas-là pour automatiser une CI sur GitLab. Il y en a plusieurs autres, c'est très générique d'utiliser du YAML. Et donc là, tout ce qu'on dit, c'est qu'on a une phase de test. La phase de test, elle doit utiliser PyTest et elle doit récupérer le report. Euh,
Et donc ça, on peut l'automatiser. Donc avec n'importe quel outil de CI, on peut automatiser le fait qu'il soit lancé, par exemple, à chacun de ce commit, mais également quand on essaye de faire une pull request sur notre branche principale. Donc ça, c'est la première solution. Hop, non, c'est pas ça. Ça, c'est la première solution. C'est ce qu'on vient de faire là. C'est de le faire en Python. On va être d'accord que finalement, tous les avantages qu'on a avec le notebook, si on veut les utiliser dans les tests, c'est un peu problématique. C'est la deuxième solution là-dessus qui est intéressante. Donc ça, voilà, je viens de vous parler un peu des points positifs et négatifs. Le point positif, c'est que c'est simple, à implémenter, à exécuter. Effectivement, c'est la même chose que dans un package Python. La différence, c'est que on peut pas les faire dans un notebook. La deuxième solution, ça va être d'utiliser un, un paquet qui s'appelle le nbmake. Donc nbmake, c'est très simple en fait, il donne juste la possibilité à PyTest d'exécuter un notebook comme un test. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec celui-là. Donc je vais le mettre dans un nouveau répertoire pour bien l'isoler. Donc ici dans solution 2. On va vérifier qu'il fonctionne. Bon, même pas, on peut-être pas oublier de vérifier qu'il fonctionne. S'il plante, c'est pas grave. Donc voilà, donc admettons, on l'a ici. Je vous le montre. Hop. Donc là, j'ai Bon, ça c'était celui qu'on avait fait avant, vous vous en rappelez. Et là, ce qu'on aimerait faire, ce serait de pouvoir automatiser ça. Et donc, notamment, automatiser le assert qu'on fait ici. Pour ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. PyTest, test, solution 2. Donc là, nvmake. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter donc là, de la même manière que pour quand on lance un PyTest sur des fichiers PY, il va exécuter tous les fichiers qui commencent par test underscore, que ce qui soit des points PY, mais aussi des points IPYNB. Donc dans ce cas-là, nos notebooks. Donc là, en fait, finalement, si on veut pouvoir, on s'est pris la tête pour rien à faire un fichier .py alors qu'on pouvait utiliser nbmake pour le faire. Ça reste problématique parce que c'est très dépendant de Jupyter et surtout de l'extension IPNY. Hop, si on revient sur les slides, ça c'est notre problématique. C'est dépendant de Jupyter, donc là si on veut utiliser un autre outil de notebook, on va être embêté. Ça a été mon cas d'ailleurs et c'est pour ça que j'en suis venu à faire cette recherche là et à réfléchir à tous ces points là. Notamment sur, je vous en parlerai un peu, mais sur Databricks, la problématique c'est que, bon déjà c'est pas des points IPYNB, donc nbmake ne fonctionne pas, mais de la même façon ce sont des notebooks qui sont dans un contexte qui est celui de Databricks et qui avec eux apportent une librairie qui s'appelle dbutils qui ne peut être utilisée que dans les notebooks. Et c'est d'ailleurs elle qui va être utilisée pour appeler d'autres notebooks. Donc là en fait si on veut déjà la partie si on veut lancer les tests avec du .py, on peut pas parce qu'on peut pas appeler les notebooks Databricks. Mais même deuxièmement, si on veut utiliser nbmake, ça ne fonctionne pas parce que c'est dépendant de IPYNB. Donc la dernière solution, ça va être donc là, c'est pas la solution forcément la plus évidente et la plus simple, au contraire même. Ça va être de faire une solution générique en utilisant cette fois deux librairies. Donc la librairie Unitest qui est une librairie par défaut pour faire des tests donc unitaires par défaut, mais on peut l'utiliser pour faire des tests d'intégration, et XML Runner. XML Runner, c'est une librairie qui permet de lancer des tests et notamment d'écrire les résultats dans un XML. Donc pour nous, ça va être très pratique. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va faire, c'est vite dit, mais ce qu'on va faire, c'est essayer de proposer une solution qui permette de créer, donc via un notebook qu'on va lancer, de produire un XML. La deuxième question, ça va être de se dire comment on lance le notebook. Donc là, c'est une autre problématique et un point de désavantage qu'on va avoir sur cette solution.
c'est que il faut que vous ayez, et ça va dépendre de chaque notebook, il faut que vous ayez un moyen d'automatiser le lancement de vos notebooks de test. Ça se fait souvent par une API, pratiquement tous les outils de notebook ont une API REST que vous pouvez lancer donc à distance. Euh, et donc que vous pouvez lancer via votre CI. Donc le but ce serait de proposer un, donc sur un outil de CI de produire donc soit un script, soit n'importe quoi qui permet de lancer vos notebooks de test qui eux vont produire des résultats en XML et de récupérer ces résultats. Donc comment faire ça? Ça va être notre troisième solution. Hop, on va appeler test main. Hop. Donc on peut repartir de ce qu'on a fait. Je vais repartir de ce qu'on a fait sur notre fichier Python de base. Parce que là on va devoir écrire les tests à peu près de la même manière finalement. Plus de cette manière là, on va être obligé de faire malgré tout des classes. Après, comme ça on va le faire avec deux cellules. Euh, on importe une test. Et là ici, on utilise donc la librairie unit test parce que la librairie XML runner qu'on va utiliser ne fonctionne qu'avec unit test. Alors unit test, c'est pas, vous pouvez en fait, si je le mets là, ça va suffire parce que le assert fonctionne avec lui. En revanche, il vous apporte aussi quelques asserts avec lui, notamment des asserts vous pouvez essayer de vérifier que le notebook produit une erreur et qu'elle produit la bonne erreur, une exception. Vous pouvez tester d'autres choses comme ça, elle apporte d'autres choses, mais finalement vous pouvez utiliser même les asserts de PyTest. Tout ça fonctionne. Faut juste bien référencer ça pour que ce soit considéré comme une classe de test, unit test, que vous pourrez exécuter avec XML Runner. Donc finalement, ça c'est suffisant. Donc quand même, il faut que j'aille le chercher au bon endroit, les notebooks. On va faire comme ça. Hop. Et on ajoute ici, c'est là que ça va devenir plus intéressant. Import. Bon, ça je vais faire après. D'abord, je vais créer un loader qui euh, dans lequel l'idée ça va être de mettre. Et donc là, si je fais plusieurs classes de test, je peux en faire plusieurs, que je peux d'ailleurs mettre dans plusieurs notebooks différents. Et dans chacun de ces notebooks, je peux récupérer toutes les classes. Donc là, on le fait avec un seul, mais si vous avez plusieurs tests dans plusieurs notebooks, c'est quand même quelque chose de possible d'avoir un notebook par-dessus qui va exécuter tous les autres notebooks, récupérer les classes et les mettre dans une suite, une liste de tests. Ici, je mets mon test main. Donc là, je le mets comme ça parce que si vous voulez mettre plusieurs classes, en fait, il aurait fallu faire ça. Voilà. Et là, test 2, je sais pas. Et là, vous avez plusieurs possibilités. La première, ça va être, donc il faut créer un runner. La première, ça va être d'utiliser, il y a un runner par défaut, qui est celui du texte. Donc déjà, vous pouvez faire ça. Vous lui mettez donc un stream. Le stream, ça peut être un fichier. Là, je vais mettre un stdout. Et ce runner va définir donc comment je run mon test et comment je récupère le résultat. Dans ce cas-là, ça va être du texte. Donc si je lui donne ma suite de classes, alors, il aurait fallu d'abord que oui, je fasse d'abord
enfin que j'exécute mes autres cellules. Et ensuite, quand j'exécute ça, je vais avoir normalement, ça va m'exécuter le test. Faut que j'écrive ça bien. J'ai oublié un import. Hop. Oui, je fais n'importe quoi. Voilà. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est que finalement, il va exécuter tous les tests qui se trouvent dans la classe et il va print le résultat. Donc pendant que lui s'exécute, on va faire la même chose finalement. Donc alors attention parce que quand on exécute un runner, il vide la liste. Donc il va falloir la recréer si on veut utiliser un autre runner. Donc là déjà voilà, là j'exécute avec un runner de texte. Il va simplement l'afficher dans le notebook. Donc déjà ça peut permettre de pouvoir lancer un test en particulier. Nous ce qu'on veut c'est finalement le lancer via un XML. Donc là c'est la deuxième solution. Ça va être de faire donc changer notre runner simplement et d'utiliser, donc là on lui a déjà importé, j'importe mon XML runner et je lance avec un XML runner. Test runner. Oui. Là plutôt ce serait de mettre un output, on va mettre output, enfin un nom de répertoire. Donc on va mettre result XML. C'est une bonne question. Pour le coup, t'as raison, c'est beaucoup d'efforts pour pouvoir faire des tests sur les notebooks. Je vais t'expliquer un peu après pourquoi ça peut être nécessaire. Alors, déjà, la première raison, c'est que c'est pas des tests forcément unitaires. C'est ce qu'on disait au début, c'est des tests d'intégration. Enfin, ça peut être des tests d'intégration, et dans le cas de tests d'intégration, c'est pas forcément possible d'exporter, de s'extraire des notebooks. Ça peut être le cas, en effet, si vous décidiez d'arrêter de faire des notebooks, de faire simplement des packages Python. Oui, alors je suis exactement d'accord avec toi. Moi aussi, voir des notebooks en production, c'est pas toujours génial. Mais dis-toi que de toute façon, dans le contexte où tu te trouves, c'est pas toujours quelque chose que tu choisis. C'est aussi pour ça que des fois, tu te retrouves à devoir le faire. Mais effectivement, la raison de là, le temps qu'on prend dessus, ça peut être un point qui peut être, comment dire, une raison de pas le faire et de s'extraire des notebooks, en effet. Maintenant, vous êtes dans un contexte où c'est pas toujours le cas et avec des personnes qui ne sont des fois aussi réticentes à vouloir sortir de ça. Des fois, c'est un problème structurel. Ça peut être aussi et on va en parler après quand je vais vous monter Databricks. Des fois, c'est si même je voulais utiliser juste des notebooks pour faire de lancer une fonction qui se retrouve dans le package, à ce moment-là, peut-être que ça vaut pas le coup de faire de test, du moins sur le notebook, et de s'arrêter juste sur les packages. Après ça, c'est une autre question, c'est un truc à voir en équipe souvent. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais en effet, souvent, la meilleure solution, c'est de sortir des notebooks. Maintenant, il y a des problèmes structurels qui font que des fois, c'est pas possible. C'est pour ça que je propose cette solution-là. Donc là, oui. Si je le fais ici, donc j'ai juste demandé à ce que mon résultat soit dans un XML. Bon, effectivement, on a dit que ça demandait un peu d'effort. Bon, en soi, ce qu'on fait là, on l'a fait une fois. Dès qu'on l'a fait, il n'y a plus besoin de faire. Ça, on peut le mettre dans une librairie, hein, finalement. Une librairie qui peut être. Voilà, ça peut s'appeler Notebook Test. Dedans, vous mettez votre classe et vous faites .run, quoi. Enfin, tout ça, on peut le faire. On peut le présenter dans un package. Oui, c'est une tannée à versionner, oui. Alors ça dépend, c'est une tannée à versionner sur Jupyter, ça l'est moins sur Databricks. Je vous montrerai après vite fait Databricks. Mais donc voilà, vous pouvez très bien en faire une librairie, essayer de sortir un peu ça, et comme ça, la personne qui passe après vous pour faire son test, il a juste besoin d'exécuter ce qu'on vient de faire là, via une librairie. Mais donc voilà, là on l'a fait là. Euh,
result.xml, on a notre résultat, il est ici. Et ça ici, on peut maintenant l'utiliser dans une CI. Donc évidemment, après, il faut réussir à trouver, et c'est là la complexité, et c'est là qu'effectivement la question est pertinente de l'effort que ça demande, c'est que faut trouver un moyen, souvent via une API REST. Je vais vous le montrer là vite fait avec Zeppelin. Donc Zeppelin, c'est un autre outil de notebook. Mon casque s'est éteint pendant que je parlais. J'espère que vous m'entendez toujours. Mais donc oui, Zeppelin, c'est un autre outil de notebook et l'intérêt de celui-là, c'est que vous pouvez l'appeler via par exemple une API REST extrêmement simplement. Donc là ici, c'est à peu près la même fonction que le même test qu'on essaie de faire. La petite différence, c'est que les paramètres se passent via un contexte, qui est le contexte, le Zeppelin contexte. Et donc là, si on utilise ça, on va avoir un problème, c'est que le contexte Zeppelin, il est disponible que dans les notebooks Zeppelin. Donc si on avait voulu faire des tests dans du Python, ça aurait été un peu compliqué. Euh, pour vous montrer un peu rapidement, justement, je voulais montrer pour Zeppelin. Hop. Ici, par exemple, ça c'est le notebook qui est c'est l'ADI du notebook. Donc si avec un cœur je le lance, donc là c'est ce qui se passe ici, euh, il va lancer le test. Notamment si on le voit là, on voit il vient d'être il est relancé ici. Donc là en fait le notebook se relance et donc le test qui va avec. Et donc l'écriture du XML en même temps. Donc là vous avez ici la solution. Donc après effectivement il va falloir développer un peu. Mais vous avez la solution pour pouvoir lancer des tests, des notebooks de tests via une CI. Donc si la CI a accès à l'API REST, elle peut lancer les tests et ensuite récupérer le XML. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est écrit sur une variable, la variable ici, qui est ici, enfin, qui renvoie vers ce path là. Donc si je le recherche, donc résultat, j'ai ici mon résultat. Et donc ça peut passer dans une CI. Enfin, donc pour terminer, alors bon, je vais vous le montrer assez rapidement. Finalement, ça va être un peu compliqué de, de vous le lancer parce que c'est la version community qui est un peu limitée. Donc je vais surtout vous montrer un peu. Donc ça c'est le code du main, pas le plus important. Mais ça a à peu près le même problème chez Databricks que Zeppelin. C'est que vous avez la manière de lancer d'autres notebooks, de gérer les paramètres d'un notebook en entrée et en sortie. Tout ça, ça se fait via une librairie qui s'appelle dbutils. Et celle-ci aussi, elle est accessible que via notebook. Donc effectivement, si vous voulez pouvoir lancer des tests de notebook, vous êtes obligé de les écrire dans des notebooks. Et je vous l'ai dit au début, NBMake, il n'y a pas d'équivalent sur Databricks, donc voilà, vous êtes obligé de le faire comme ça. Par contre, c'est la même, ça reste la même solution, donc c'est-à-dire que vous utilisez ici aussi le loader, l'XML runner dans un loader pour pouvoir lancer vos tests. Et oui, pour dire c'est une tannée à versionner par rapport à Databricks, simplement pour répondre à ça. En fait, les notebooks Databricks, c'est des fichiers .py, et tout ce que vous avez, des trucs comme ça, les choses comme ça, c'est des commentaires. Et donc quand vous l'exécutez, ça modifie pas le code. C'est la différence que vous avez avec Jupyter, où quand vous modifiez, quelqu'un a tendance après à pousser son résultat avec les résultats de son notebook, qui ne sont pas de changement de code. Ici, vous n'avez pas ce problème-là, c'est des fichiers Python simples. C'est juste que vous ne pouvez pas les lancer simplement parce que vous avez dedans des,
vous pouvez changer là-dedans, mettre un script shell, un pip install, ce genre de choses. Je sais pas si je peux le montrer ici, je sais pas si Ah non, ils veulent pas le. Mais oui, là, en fait, là, c'est juste un fichier .py et ça, vous avez en commentaire commande 2, en commentaire commande 3, et vous avez en commentaire ce truc-là. C'est juste que la manière de le lancer, il interprète les commentaires sur des différentes choses. Ça peut être du Markdown, du Scala, vous pouvez changer de langage et tout. Voilà. Oui, c'est ça, on a des fichiers .py. Euh, donc voilà. C'est donc pour terminer là-dessus, donc effectivement, donc là, le point positif, c'est que ça fonctionne sur tous, sur beaucoup plus d'outils. Faut avoir quand même la possibilité d'appeler un notebook autrement que par PyTest. Donc via une API, API REST, via une command line par exemple, si vous avez possible d'accéder comme ça. Pour Jupyter par exemple, il y a juste besoin de faire la command line Jupyter, c'est Jupyter le path du notebook et c'est suffisant. Euh, Vous pouvez en plus lancer vos notebooks directement sur le serveur sur lequel vous voulez faire vos tests. Donc ça peut être intéressant pour les tests d'intégration et pour tester que tout s'intègre bien. Et vous pouvez écrire vos tests sur des notebooks, vous avez tous les avantages du notebook. Effectivement, c'est pas toujours agréable quand on est data engineer ou quand on est ops de faire de l'intégration, enfin de l'industrialisation là-dessus. Bon bah maintenant si vous avez pas le choix de le faire, vous avez cette solution. Ça c'est la solution que j'ai trouvé sur pas mal de docs. Quand on n'est pas sur Jupyter en fait, parce que sur Jupyter la solution que j'ai eue précédemment est très fonctionnelle finalement. Souvent elle est suffisante, celle de NBMake. Maintenant si vous sortez de Jupyter c'est un peu plus compliqué. Et donc le point négatif c'est que ça demande quand même pas mal de développement. Donc en effet la question de est-ce que ça vaut pas le coup de s'extraire des notebooks se pose. Maintenant ça dépend de la structure où vous êtes quoi. Donc voilà, je sais pas si est-ce que quelqu'un a des questions ou pas là-dessus, en plus de celles qui ont déjà été posées pendant le talk. Mais en tout cas, merci à toi. En tout cas, pour moi, c'était très intéressant à faire. Si ça vous a plu, c'est cool. Déjà, même si vous n'allez pas forcément faire la solution que je vous ai proposée, le but c'est pas non plus de vous convertir à ça. Au moins de vous montrer que c'est possible. C'est possible de tester sur les notebooks, même si c'est pas forcément facile. Peut-être que certains vont être convaincus que finalement c'est mieux de pas le faire. Ce serait pas forcément une mauvaise, enfin, ça peut être un bon argument aussi. Maintenant, voilà, c'est à vous de voir dans quelle structure vous êtes. Faire des tests, c'est quand même toujours des tests d'inspiration, c'est quand même toujours, ça apporte toujours beaucoup. Et peut-être que ça peut valoir le coup de se poser la question de mettre de l'effort ou pas. Alors voilà, la troisième solution, c'est pas la seule solution possible, vous l'avez vu. Je vous en ai montré donc deux autres. Donc la naïve de le faire dans des fichiers Python ou de le faire via NBMake dans d'autres notebooks. Il y en a d'autres aussi qui sont que vous pouvez trouver sur le net. En sachant que les solutions assez simples ont toujours à peu près les mêmes désavantages que la deuxième solution que je vous ai montrée, qui est que c'est très dépendant de votre outil de notebook. Puis des fois, c'est pas disponible sur ce que vous utilisez, donc c'est à voir comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Si vous avez plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Si jamais vous avez envie de plus d'informations, notamment sur les tests, on a déjà fait une vidéo qui est sur le compte YouTube de Link Value sur les tests en Python, les tests unitaires en Python et sur PyTest avec toutes les bonnes pratiques nécessaires pour les faire. Euh, sur de la CI aussi, il y a un meetup qui a déjà été fait sur CircleCI
Ça peut être intéressant si vous vous intéressez à faire de la CI tout simplement plus génériquement. Là, j'ai juste rapidement montré un YAML pour lancer du test avec Python. Donc si jamais vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, vous avez ça. Ah, vous avez le lien sur le chat pour ceux que ça intéresse. Euh, voilà, donc je vous remercie tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.